Bonjour à tous et à toutes. La présentation va débuter dans 2 minutes. La présentation va débuter dans 1 minute. Bonjour, bienvenue à cette webdiffusion intitulée « État des connaissances sur les vaccins et la COVID-19 ». Alors, il est maintenant temps de débuter la présentation. Je me présente, mon nom est Pascal Rousseau, je suis la chef des services à la communauté pour la région du Québec pour la Société de leucémie et lymphome du Canada. Je serai la modératrice de cet événement en ligne. La présentation sera d'une durée approximative de 60 minutes, suivie d'une période de questions. Je vous avise que vous êtes en mode silencieux, puisque vous êtes en grand nombre. Alors, je vous invite tout au long de la présentation à taper vos questions et vos commentaires dans la zone de questions prévue à cet effet. Nous les lirons à voix haute à la fin de la présentation. La conférence est enregistrée. Il vous sera donc possible de la réécouter sur notre site Internet et nous vous enverrons un courriel lorsque le tout sera disponible. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, la mission de la Société de leucémie et lymphome du Canada est de trouver un remède contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des gens qui sont touchés par un cancer du sang. Prochaine. Donc, nous sommes là pour vous aider. Nous offrons du soutien aux personnes touchées par un cancer du sang tout au long du parcours. Alors, n'hésitez jamais à communiquer avec nous. Prochaine. Je vous invite à visiter notre centre de ressources sur la COVID-19 sur notre site Internet qui regorge d'informations et d'outils variés. Alors, vous y retrouverez les archives de nos webdiffusions, une foire aux questions, des témoignages, des histoires, des conseils de professionnels sur la gestion du stress lié à l'isolement et encore plus. Prochaine. Vous retrouverez également sur le cancerdussang.ca toutes les archives de nos webdiffusions passées. Donc, prochaine, je viens de dire. Merci. Nous avons lancé dernièrement notre chaîne de balado « Parlons des cancers du sang » où vous pouvez écouter des témoignages de personnes touchées par un cancer du sang, de proches aidants, ainsi que des balados d'experts dans le domaine des cancers du sang. Ils sont disponibles sur vos chaînes préférées, par exemple comme Spotify, Apple, etc. Alors, c'est du contenu intéressant pour vos oreilles. La prochaine diapo, notre programme de soutien par les pairs. Alors, vous aimeriez échanger avec quelqu'un qui a vécu la même chose que vous. Alors, c'est possible avec ce programme de soutien par les pairs. Des bénévoles qui sont formés et qui offrent de l'information et un soutien empreint d'empathie en témoignant de leur expérience avec le cancer du sang. Donc, dans la mesure du possible, les participants et les bénévoles sont jumelés en fonction de leur âge, de leur sexe et de leur diagnostic. Donc, sans plus attendre, il est maintenant temps de vous présenter notre conférencier, Habib Haddad. Donc, Habib est pharmacien propriétaire, diplômé de l'Université de Montréal, membre de l'Ordre des pharmaciens du Québec. M.
les copropriétaires de la pharmacie Gabriel Torani et Habib Haddad, qui est une pharmacie d'expertise indépendante à Montréal, qui offre des services, des médicaments et des traitements spécialisés aux patients et aux professionnels de la santé, et ce, partout au Québec. Alors, Habib, la parole est à vous. Merci beaucoup, Pascal. Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, le sujet du jour, c'est de parler des états des connaissances sur les vaccins de la COVID-19 et le lien avec les patients qui souffrent de maladies auto-immunes et de différents types de cancers du sang. Donc, le but de la présentation aujourd'hui, outre le fait que de répondre aux différentes questions de vous, de l'auditoire, parce que la société a été capable de ramasser plusieurs questions et de prendre plusieurs questions, ceux qui revenaient le plus souvent, c'est-à-dire, puis le but aujourd'hui, c'est d'y répondre. Donc, on va parler des différents types de vaccins, on va parler du processus de développement des vaccins, on va élucider un peu les mécanismes, autant au niveau des vaccins qu'au niveau de l'immunité. On va parler un peu des différentes priorisations, qui pourra se faire vacciner et les différents rangs. Et on va aussi discuter des vaccins contre la COVID, s'ils sont sécuritaires pour les patients qui sont touchés par des cancers du sang. Donc, pour rentrer dans le sujet, chose intéressante à faire, c'est de faire un petit retour sur l'historique et l'expérience qu'on a en vaccination, plus spécifiquement au niveau des virus et des épidémies et des éclosions qu'il y a eu de d'autres coronavirus et de d'autres virus qui ont fait des ravages donc dans le monde. Juste à titre d'exemple ici, je démontre dans la diapositive donc l'historique du virus SRAS-CoV-1, donc qui était l'éclosion de SRAS qui est arrivée à Toronto dans les années 2002 à 2003. On va aussi parler de l'influenza rapidement et du SRAS-CoV-2, qui est le virus qui, lui, cause la COVID-19. Donc, si on voit ici une information importante à retenir, c'est le début de l'excrétion virale. Donc, le début de l'excrétion virale, c'est à ce moment-là que le patient ou la personne commence à devenir contagieuse aux autres. On regarde dans l'éclosion de SRAS-CoV-1 que ça débutait après le début des symptômes que le patient ressentait. Dans le cas de l'influenza, en général, ça débute 2 jours avant le début des symptômes. Et dans le cas du SRAS-CoV-2 qui cause la COVID-19, bien ça débute l'excrétion virale 12,3 jours environ avant le début des symptômes. Donc, par cette donnée-là, on voit pourquoi ce virus-là est tellement contagieux et tellement problématique. Donc, avant de continuer la présentation, je veux juste m'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Donc, aujourd'hui, je vous présente de l'information qui a été collectée à partir de recherches et d'informations qui sont disponibles publiquement. Mais l'opinion que je vais vous donner aujourd'hui ne se substitue pas à l'opinion de votre professionnel de la santé. Donc, référez-vous toujours à votre professionnel et à votre médecin traitant si jamais vous avez des questions ou des appréhensions sur le sujet du jour. Un autre exemple dans l'histoire qu'on va prendre, c'est la grippe espagnole, le H1N1. On va les comparer à la COVID-19 en ce qui a trait au R0. R0, c'est une autre donnée qui est importante, qui est la donnée qui démontre combien de personnes une personne atteinte va infecter en moyenne pour une maladie, une maladie infectieuse X. Donc, dans le cas de la grippe espagnole, qui d'ailleurs était une grippe porcine, qui a tué au-dessus de 50 millions de morts à travers le monde, le R0 était de 1,4 à 2,8. En général, quand le R0 est plus haut que 1, c'est problématique parce que le nombre d'infections et la propagation, elle est exponentielle. Dans le cas de la H1N1, si on se souvient, qui était aussi une grippe porcine en 2009, le R0 était 1,4 à 1,6. Puis la raison pourquoi elle était plus basse, c'est en grande partie à cause de la médecine moderne. On regarde maintenant le COVID-19. Le R0, à l'origine, on pensait qu'il allait être entre 2 et 3. Mais là, selon les dernières données, ça c'est avant le variant britannique, qui est
le variant du virus britannique qui est 60% plus contagieux selon les données préliminaires. Le R0 est à 5,7. Donc, ça démontre vraiment comment le virus en question est et la maladie est très contagieuse et que c'est problématique. La bonne chose du R0, c'est que c'est pas une donnée qui est fixe, c'est une donnée qui est dynamique. Donc, ça dépend de la population, ça dépend de l'environnement, et on est capable de la contrôler, cette donnée, en tant que société. Et c'est pour ça qu'il y a eu des mesures de distanciation sociale et des mesures de confinement qui ont été faites, justement pour faire baisser ce R0-là. Puis, il y a sur le site web de l'INSPQ, donc, je vais le démontrer un peu plus tard vers la fin de la présentation. Je vais vous donner une couple de sites web et de références utiles que vous allez pouvoir utiliser. Sur ce site web-là, on est capable de voir presque en temps réel le R0 actuel au Québec. Puis en ce moment, si je ne me trompe pas, il se situe à 0,80, 0,88, ce qui est probablement une des raisons pourquoi le gouvernement a décidé de commencer à relaxer les mesures de confinement. Ça, c'est une diapositive ou un schéma qui démontre le R0, qu'est-ce que ça implique en réalité. Donc ici, on voit pour le MUMPS, qui est l'oreillon, que c'est très contagieux, la rougeole, le measles, et le SRAS, il est là aussi. C'est un R0 de 4, mais de 4, entre 4 et 5 à 6 environ. Les questions qui ont été posées par l'auditoire pour rendre la présentation plus dynamique, je les ai inclus dans la présentation. Donc, et je les ai inclus en bleu pour vraiment souligner les questions les plus fréquentes que l'auditoire a posées. Donc ici, une des questions qui a été posée, c'est si j'ai déjà attrapé la COVID-19 et que je me suis rétabli, est-ce que je dois tout de même me faire vacciner? Pour répondre à cette question, je vais faire une explication rapide et générale du concept de l'immunité. Donc, l'immunité, de manière générale, elle arrive par plusieurs mécanismes. Deux de ces mécanismes-là, c'est l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée, c'est un peu notre première ligne de défense. C'est les premiers soldats qui sont là pour nous protéger. Une partie de l'immunité innée, c'est les macrophages et les neutrophiles, qui sont aussi considérés comme une immunité cellulaire, parce que c'est des cellules, les macrophages et les neutrophiles. C'est une immunité qui peut être dépassée, que les pathogènes, donc les bactéries, les virus, peuvent être trop pour cette ligne d'immunité-là. Et si jamais ça l'arrive, la deuxième ligne de défense s'active. Et l'immunité adaptative, c'est la deuxième ligne de défense. Donc ça, l'immunité adaptative implique entre autres l'immunité mémoire. Okay? Ça implique aussi les anticorps qui, eux, vont viser directement les pathogènes. Donc, les anticorps, qui dit anticorps, donc on implique aussi les cellules B et les cellules T. Je vais un peu dans les détails dans l'explication parce que, vous le savez sûrement, certains d'entre vous qui avaient souffert ou qui souffraient de cancer du sang avaient peut-être pris des traitements anti-cellules B et anti-cellules T. Donc, c'est pour ça que je mentionne jusqu'à ce niveau-là. Il y a un schéma que je vais montrer sur la prochaine diapositive qui va pouvoir clarifier un peu ça. Et en même temps, je vais pouvoir répondre à qu'est-ce qu'un antigène puis qu'est-ce qu'un anticorps. Donc, bon, est-ce que vous voyez? Oui, je pense que ça, c'est ma souris. Donc, comme on voit ici, sur cette diapositive, on voit qu'on a une partie de l'immunité donc innée, donc la première ligne, qui est un macrophage. Sur cette diapositive, on voit qu'il y a un virus. Donc, il y a plusieurs virus, en fait, qui sont démontrés ici. C'est le petit cercle rouge avec les petites pics qui sont la protéine S qu'on va beaucoup parler plus tard. Donc, on le voit, le virus à plusieurs endroits, mais tout le reste de l'image ici, c'est nos cellules à nous. OK? Donc, on voit ici que le macrophage va phagocyter, va manger le pathogène, donc le virus, ou l'antigène. Donc, l'antigène, c'est ce qu'on vise en tant qu'immunité. Donc, notre immunité va viser les antigènes. Les antigènes, ça peut être le virus au complet, ça peut être une partie du virus, ça peut être la protéine S qu'on a mentionné plus tôt. Et ça, c'est la cascade qu'on voit qui arrive. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a donc les lymphocytes T qui vont activer d'autres lymphocytes T qui vont être des lymphocytes tueurs, qui vont tuer des cellules qui contiennent le virus, nos cellules à nous, c'est-à-dire. Donc, c'est pour ça on appelle ça en anglais les natural killers. Donc, ça tue nos propres cellules naturelles, mais qui contiennent le virus. Et on a aussi des lymphocytes T aidants, des helpers,
qui vont activer des lymphocytes B. Donc, les helpers vont activer les lymphocytes tueurs, T, et les lymphocytes B. Les lymphocytes B, c'est eux qui sont responsables des anticorps. Les anticorps, c'est des particules qui vont cibler spécifiquement le virus et qui vont, en ciblant le virus, qui vont l'entourer comme on voit ici sur le schéma, bien, ils vont pousser le système immunitaire à se rapprocher et à détruire le virus. Donc, ça, c'est les lymphocytes B. Mais une partie aussi des lymphocytes B se transforme en lymphocytes B mémoire. Et ça nous permet, dans le futur, de pouvoir reconnaître le pathogène ou l'antigène et de monter une défense. Donc, ça, c'est nos cellules à nous, tout ça, c'est nos soldats. Les lymphocytes T aussi, tueurs, eux aussi peuvent faire des cellules mémoire. Donc, rapidement, comme ça, à titre d'information, les cellules tueuses, c'est des cellules CD8 T, les cellules aideuses, c'est des CD4. Et puis, les cellules B, il y a plusieurs sous-types aussi. Donc, quand on parle de cellules ou d'immunité humorale, on parle des anticorps, donc les cellules B. Les cellules B, c'est eux qui sont impliqués dans l'immunité humorale. C'est ça. En ce qui a trait à l'immunité de groupe. Donc, l'immunité de groupe, arrive quand on a assez de membres d'un groupe ou d'une population d'un pays ou d'une région même qui développe une immunité contre une maladie. Okay? On va prendre l'exemple partiellement prouvé par la Norvège contre la grippe H1N1 qui a été atteint après avoir vacciné une bonne partie de la population. C'est aussi quelque chose qui a été démontré dans le cas de la rougeole, qui est une maladie qui a disparu ou presque, réellement disparu, outre quelques foyers dans des endroits que le monde se font pas vacciner, grâce à la vaccination. Une autre question qui a été posée par l'auditoire, c'est si j'ai déjà attrapé la COVID-19 et que je me suis rétabli, est-ce que je dois tout de même me faire vacciner? La réponse simple à ça, c'est oui. Parce que, selon les dernières données qu'on a, l'immunité contre le SRAS-CoV-2, donc qui est le virus qui cause la COVID-19, est de quelques mois. Donc, on pense qu'il est de 90 jours à 5 mois environ. Donc, c'est pas assez long pour vous donner une assez bonne immunité. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même que vous vous fassiez vacciner. Si on revient à l'immunité de groupe, donc, une des manières d'atteindre l'immunité collective, c'est qu'il y ait assez de personnes qui contractent la maladie ou bien qu'il y ait assez de personnes qui se font vacciner pour la maladie. La raison pourquoi le fait qu'on ait assez de personnes qui contractent la maladie n'est pas une bonne solution pour la COVID-19, c'est très simple. C'est parce que l'immunité naturelle contre la COVID-19 qui est attrapée de façon naturelle, ou contre le SRAS-CoV-2 plutôt, dure de 3 à 5 mois. Donc, c'est pas assez long pour procurer une immunité collective. Et en plus, si on prend des données qu'on a des États-Unis, on a environ 12 à 20 de la population qui a attrapé le COVID aux États-Unis. Et ça a causé 400 000 morts. Donc, imaginez si on doit atteindre 80 ou 90 de la population, combien de morts ça va causer, puis extrapoler ça au niveau mondial, c'est quelque chose qui est pas, non seulement c'est pas prouvé de l'immunité collective de cette manière-là, mais ça causerait beaucoup trop de dommages. Dans le cas de l'immunité acquise à force de se faire vacciner, on a le cas de la rougeole. Malgré le fait que dans le cas de la rougeole, on a dû vacciner proche de 95 de la population pour avoir cette immunité de groupe-là. Dans le cas de la COVID, on pense, et il y a des données qui démontrent qu'on risque d'avoir besoin de vacciner 70 à 85 de la population pour atteindre cette immunité de groupe-là. Un schéma qui démontre l'immunité de groupe comme quoi il peut quand même y avoir des transmissions et il peut quand même y avoir des personnes qui attrapent le virus quand il y a, ou la maladie quand il y a une unité de groupe, mais ça se propage beaucoup moins. Une des raisons pourquoi il y a des symptômes persistants de la maladie, comme des myopathies au niveau cardiaque, des problèmes d'inflammation au niveau des intestins, etc., c'est parce que la protéine S, qui est la protéine spike, donc qu'on voit qui est très caractéristique, qu'on voit ici, là, ça c'est les gros regroupements rouges ici, qui est très caractéristique des coronavirus, se connecte pour rentrer dans notre corps, dont dans les poumons, se connecte à un récepteur qui s'appelle ACE2. Et ce récepteur-là, il est présent un peu partout dans le corps. Donc, quand le virus se promène, il finit par affecter et infecter et causer de l'inflammation
dans plusieurs autres tissus. Donc, c'est pour ça qu'il y a du monde qui ont des symptômes persistants. Ça, c'est un des risques de la maladie. Ça, c'est une des choses qui fait en sorte que c'est quand même problématique d'attraper ça, même si on en guérit. Ça, c'est une diapositive qui démontre vraiment en bleu. Le tableau ici démontre le monde qui ont la quantité de personnes qui ont attrapé le virus selon les regroupements d'âge dans une étude britannique et la quantité de monde qui en sont décédés. Puis on voit vraiment qu'il y a un risque de mortalité qui augmente beaucoup avec l'âge. On a les adultes qui sont au-dessus de 60 ans comptent pour 70% des hospitalisations et 97% des décès donc dans l'Occident. Et ça, c'est souvent dû où on pense que c'est dû majoritairement à l'immunosénéance. Donc, c'est un concept que plus l'âge d'un adulte avance, plus la personne, son système immunitaire est moins efficace. Et pour contrer ou pour contrebalancer cette immunosénéance-là, sénescence, si on veut, c'est de créer plus d'inflammation, de faire un appel à nos cellules immunitaires, donc à nos cytokines, et ça cause de l'inflammation. Puis on pense que c'est à cause de ça que chez les personnes plus âgées, ils ont beaucoup plus de misère à combattre le virus. Et même quand ils combattent le virus, il y a une tempête, entre guillemets, inflammatoire qui se crée, puis qui finit par leur causer des dommages à leurs organes et des problèmes de santé graves menant jusqu'à la mort. Maintenant, ce qui a trait au développement du vaccin, qui est une question qui nous a beaucoup été posée. Ici, on voit comment un vaccin est développé en temps normal, donc pas en temps de pandémie. On prend l'idée du vaccin, après ça, on le teste en laboratoire sur des cellules humaines, sur des cellules animales, puis après ça, sur les animaux. Après ça, on fait des études de phase 1, 2 et 3. Phase 1 étant quelques dizaines de participants, phase 2 des centaines et phase 3 des milliers de participants. Et chaque phase a son rôle, donc évalue la sécurité, ensuite évalue la sécurité et le dosage, et ensuite évalue la sécurité, le dosage et l'efficacité. Donc, ça, c'est en somme qu'est-ce qui se passe. Puis par après, Santé Canada rentre en jeu ici, approuve les vaccins, regarde leur façon de fonctionner, puis ensuite, après l'approbation, il y a la distribution puis la vaccination. Mais en temps de pandémie, ça, c'est très différent. Donc, il y a un paradigme qu'on appelle classique, que je viens de vous expliquer, qui se suit un à la suite de l'autre, puis qui prend beaucoup de temps. Puis le paradigme pandémie. Puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a été mis en place depuis longtemps. Ça n'a pas été mis en place juste pour le COVID. Et en somme, ce que ça démontre qu'on n'a pas réellement coupé les coins ronds pour faire sortir ces vaccins. La réalité, c'est que ça fait des années qu'on travaille sur des vaccins à ARN messager, par exemple, ou qu'on travaille sur des vaccins contre le SRAS, le SRAS-CoV-1, à titre d'exemple. Donc, et dans ce cas-ci, dans le paradigme pandémie, on fait les essais précliniques, donc qui sont les essais sur les animaux, entre autres, en même temps qu'on commence, on chevauche la phase 1, puis on chevauche la phase 1 avec la phase 2, puis on chevauche la phase 3 avec la phase 4 au niveau des études. La phase 3 plutôt, la phase 2 avec la phase 3, puis après ça, il y a même une phase 4 qui est une étude post-commercialisation qui est là pour évaluer les effets secondaires d'un médicament. Dans ce cas-ci, c'est du virus. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que donc, c'est la raison pourquoi on a été capable d'atteindre la phase 3 à l'intérieur de 6 mois. C'est comme j'ai dit, c'est à cause qu'on avait de l'expérience avec les coronavirus. On avait eu des éclosions de coronavirus quasiment pires que le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-1 avait, je pense, un taux de mortalité de 35%, ce qui est assez épeurant, tout comme le MERS, qui est un autre type de virus aussi. Donc, on avait quand même beaucoup d'études qui étaient déjà faites sur ces virus-là, et on a juste dû se retourner en somme, puis prendre le code génétique, si on veut, du SRAS-CoV-2, donc qui est le virus de la COVID, et de développer un vaccin assez rapidement. Donc, et une des raisons vraiment, ou les deux dernières raisons pourquoi ça a été si rapide que ça, c'est qu'on a utilisé des plateformes technologiques qui sont nouvelles, mais qui pas vraiment nouvelles au niveau de commercialiser un médicament ou un vaccin, mais pas nouvelles du point de vue que ça fait des années qu'on les étudie, et surtout, l'argent.
Donc, le fait que l'argent était disponible de la part des gouvernements, les compagnies pharmaceutiques, ça a fait en sorte qu'ils n'ont pas eu beaucoup de risques à prendre parce que leur vaccin, si ça fonctionnait, était acheté d'emblée. Donc, il y avait des contrats déjà avec les gouvernements. Donc, c'était très intéressant là-dessus. À titre d'exemple, la compagnie Moderna, avant même de sortir son vaccin, a reçu au-dessus d'1 milliard de dollars juste pour le développer. Donc c'est ça. Les différents types de vaccins. Donc, ici, il y a sur l'image qu'on voit, c'est les différents types de vaccins mondiaux. Ce n'est pas les vaccins qu'on va avoir de disponibles ici chez nous. Certains d'entre eux le seront, mais pas tous. Dans ces vaccins-là, il y a des inactivés, il y a des vivants atténués, il y a des sous-unités vaccinales, il y a des vaccins à vecteur viral, à ADN et à ARN messager. Je n'entrerai pas dans les détails de tous ceux-là, mais je vais vous expliquer quand même certains d'entre eux, surtout ceux qui vont être commercialisés au Canada. Mais ça vous permet de voir combien de vaccins qui sont déjà approuvés dans plusieurs pays. Et outre ces vaccins-là, il y en a des centaines dans le monde qui sont en train d'être développés et même approuvés dans certains pays. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est pas une chose qui est négative, c'est très bon qu'il y en ait autant parce que plus qu'on en a, mieux qu'on sera couvert, plus qu'on va avoir d'informations. Donc, c'est vraiment un effort mondial ici dans ce cas-ci. Donc, les différents types de vaccins qui vont être commercialisés au Canada sont premièrement ceux qui sont déjà commercialisés, donc les deux d'ARN messager, de Pfizer et de Moderna. Le vaccin à vecteur viral, celui qui va probablement être le prochain, celui d'AstraZeneca, et suivi de proche de celui de Johnson & Johnson. Il y a les vaccins recombinants, donc la protéine recombinant avec adjuvant de Novavax et de Sanofi Pasteur, et un vaccin québécois-canadien qui est à particules pseudovirales avec un adjuvant de GSK qui s'appelle Medicago, qui est développé au Québec. Donc, si on commence avec les vaccins à ARN messager. Donc, les vaccins à ARN messager, ça, c'est une image de qu'est-ce qu'un ARN messager fait et comment on est capable de créer un vaccin à partir de là. Donc, en ARN messager, c'est comme un peu une feuille qu'on a et qu'on veut photocopier. Et on va la photocopier à l'aide d'une photocopieuse dans notre corps, donc dans nos propres cellules, qui s'appelle le ribosome, qu'on voit ici. Donc, le ribosome est juste là. Et ça, c'est l'ARN messager. Et dans le ribosome va être utilisé pour photocopier l'ARN messager, mais il ne va pas le photocopier identique. Donc, il ne va pas produire une autre feuille, il va produire à la place une protéine. Et dans ce cas-ci, la protéine qui va être produite, c'est la protéine qu'on vise, donc c'est l'antigène qu'on a expliqué plus tôt. Et cette protéine-là, c'est la protéine spike ou la protéine S. Donc, en réalité, le ARN messager, c'est comme un canevas pour pouvoir produire la protéine spike. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, cette méthode de faire avec l'ARN messager a été mise à l'épreuve depuis les années 90 aux États-Unis. Le problème qu'ils ont eu dans le temps, c'est qu'ils n'étaient pas capables de voir comment, ils étaient capables de faire en sorte que l'ARN messager, une fois qu'injecté dans le corps d'un animal ou d'un humain, soit capable de survivre. Parce que l'ARN messager, une fois qu'il est injecté, se détruisait, se dénaturait, le corps, le système immunitaire le détruisait. Donc, ça leur a pris du temps et il y avait une compagnie qui travaillait sur des vaccins à l'ARN messager, entre autres celui du Zika, donc le virus du Zika, et qui était déjà qui avait quand même certaines avancées là-dessus. Et quand la pandémie est arrivée, cette compagnie-là elle s'est tournée puis elle a commencé à produire et à développer celui du COVID. Donc, c'est vraiment pour prouver que ça fait très longtemps qu'on étudie les vaccins à ARN messager. Ça date pas d'hier. Pour vous donner un peu un exemple dans le temps de ce qui est arrivé. Je vous prends un peu en arrière, là, ça peut sembler comme une éternité, mais le 6 janvier 2019, les scientifiques chinois ont mis en ligne le code génétique du SRAS-CoV-2 qui cause la COVID-19. Et 66 jours plus tard, la compagnie Moderna, en collaboration avec un institut pour les maladies infectieuses aux États-Unis, a débuté des études sur son vaccin en réalité. Donc vraiment 66 jours plus tard, ça a été vraiment très rapide. Ça, c'est un schéma qui démontre qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, on voit ici, dans le cas d'un ARN messager, ici, on a l'ARN à l'intérieur, c'est le vaccin. Et ici, ce qu'on a, c'est qu'on a une couche de lipides, une couche de graisse qui protège l'ARN contre la dégradation qu'on a décrite juste avant. L'ARN rentre dans notre cellule
utilise le ribosome qu'on a dit plus tôt, produit des cellules S, des protéines S. Puis la protéine S ensuite est présentée au CD4 ou aux cellules T aidantes et même aux cellules qui activent eux les cellules T toxiques et même les cellules T toxiques sont capables de reconnaître aussi la protéine et la cascade qu'on a expliqué plus tôt se met en place. Donc c'est un peu ça qui se produit. Donc, c'est une des raisons pourquoi les vaccins à ARN messager sont tellement efficaces. C'est parce qu'ils activent la cellule T tueuse, pas celle-là, la CD8, qui est ici, et la cellule B. Donc, la cellule B, c'est l'immunité humorale, qui est l'immunité traditionnelle d'un vaccin, qui produit des anticorps, puis qui finit par ou bien neutraliser le virus, ou bien faire un appel de d'autres cellules pour le tuer. Et l'autre partie qui est intéressante dans le vaccin à ARN messager, c'est qu'il active les cellules T tueuses qui, eux, c'est pas l'immunité humorale, mais l'immunité cellulaire. Puis ces cellules-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont tuer nos cellules à nous qui sont infectées par le virus. Parce que quand nos cellules à nous s'infectent par le virus, sont infectées par le virus, ils deviennent des machines à produire du virus. Et c'est quand ils sont relâchés, ces virus-là, dans le sang, qui finissent par surcharger le système immunitaire et qui finissent par causer l'infection et la maladie. Donc, c'est pour ça que les cellules T ici sont très importantes, les cellules T tueuses. Donc, c'est ce qui fait en sorte que les vaccins à ARN messager sont si efficaces. Une autre des questions qui a été posée par l'auditoire, c'est quelle est la différence entre les deux vaccins ARN messagers qui sont disponibles en ce moment au Canada? Donc, il y a le PB COVID-19, donc le Pfizer-BioNTech, et le mode COVID-19, donc le Moderna COVID-19. Dans les deux cas, c'est des études d'envergure qui ont été nécessaires. On a démontré que dans l'un, il y avait une efficacité de 95% après la deuxième dose. Dans l'autre, on avait une efficacité de 94,1, donc très similaire, après la deuxième dose aussi. Dans les deux cas, on avait une efficacité de 100% pour la prévention de la maladie grave. C'est très important. Donc, malgré qu'il y avait un peu de pourcentage de personnes qui attrapaient la maladie, c'était jamais la maladie grave qui attrapaient. Donc, ils ne se rendraient jamais à une hospitalisation ou à des besoins de services de santé urgents, si on veut. Dans les deux cas, il y a des études qui sont en cours pour évaluer l'efficacité d'une dose. Donc, on n'est pas 100% sûr de l'efficacité d'une dose, mais on va pouvoir en parler un peu plus en profondeur plus tard. Ici, on voit que dans celui de Pfizer, les études ont inclus des patients de 16 ans et plus. Celui de Moderna, c'est de 18 ans et plus. Mais dans celui de Pfizer, on suppose que ce serait aussi sécuritaire pour les enfants de 12 à 15 ans. Mais il faut que ce soit discuté avec leur médecin traitant, eux, leur médecin de famille. En ce qui est trait à l'efficacité, il faut vraiment garder en tête, si jamais vous faites partie de ceux qui ont reçu ou qui vont recevoir le vaccin, c'est efficace. Le début de l'efficacité de la première dose arrive seulement après 14 jours. Donc, c'est possible d'attraper la COVID avant ces 14 jours-là. C'est aussi possible après parce que l'efficacité n'est pas à 100% d'une dose. Donc, c'est très important de continuer les mesures de distanciation sociale et de protection. Si jamais vous avez déjà eu un diagnostic de la COVID, le vaccin peut être pris après 14 jours suite à ce que vous soyez asymptomatique. Donc, si vous avez un test positif de COVID aujourd'hui, si 2 semaines plus tard, vous êtes asymptomatique, vous pouvez prendre le vaccin. La sécurité n'a pas été démontrée chez les femmes enceintes. On attend des résultats d'études avant. Donc, on recommande qu'une femme enceinte en parle avec son obstétricien avant de le prendre ou son médecin de famille. Une autre différence entre les deux vaccins, en général, les deux vaccins doivent être congelés, mais dans le cas de celui de Pfizer, il est un peu plus sensible. Donc, il doit être ultra congelé, donc de moins 80 à moins 60 degrés Celsius. Donc, une fois qu'il a été congelé et décongelé, il ne peut pas être recongelé. Même chose pour celui de Moderna. Celui de Moderna est stable plus longtemps, donc au réfrigérateur 30 jours après avoir été décongelé, tandis que celui de Pfizer est stable pour seulement 5 jours. Et une chose à noter, celui de Pfizer, en ce moment, dernières informations que j'ai, c'est qu'il doit être donné sur place où est-ce qu'il est reçu. Donc, en ce moment, par exemple, dans les CHSLD, il faut qu'il soit livré au CHSLD, donné à ce site-là. Il ne peut pas être retransporté quelque part d'autre. En plus,
si on regarde l'enveloppe lipidique, l'enveloppe de graisse, de gras qui était autour de l'ARN messager pour la protéger, fait en sorte que le vaccin est très sensible au mouvement, et c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi il doit être donné à l'endroit où il est livré. Une chose à noter, c'est important de ne pas l'agiter beaucoup, le vaccin. Donc, pour ceux d'entre vous qui êtes des professionnels de la santé qui risquent de donner le vaccin, c'est une information qui est quand même très importante. Une autre question qui a été posée, c'est est-ce que les délais à recevoir la deuxième dose de vaccin auront un impact sur l'efficacité? Selon la santé publique, il n'y a pas d'intervalle maximal à respecter pour le délai, mais selon les compagnies, bien sûr, ils veulent se protéger, qui ont développé le vaccin. Le délai pour la deuxième dose pour Pfizer, c'est de 19 à 28 jours. Celui de Moderna, de 21 à 28 jours. Si on regarde l'interaction, entre guillemets, ou les recommandations avec les autres vaccins, c'est suggéré de ne pas prendre le vaccin du COVID la même journée qu'un autre vaccin. C'est suggéré d'attendre 14 jours avant de recevoir donc un des deux vaccins de l'influenza ou du pneumocoque après avoir pris le vaccin de la COVID. Mais si on a déjà pris le vaccin de l'influenza et du pneumocoque, on peut prendre celui de la COVID le jour après. Et il faut attendre 28 jours, à part celui de l'influenza et du pneumocoque, il faut attendre 28 jours pour tout autre vaccin, excepté si ce vaccin-là est vraiment important et d'une urgence, comme par exemple quelqu'un qui vient d'être exposé à du sang de quelqu'un atteint de l'hépatite A, ben, il a besoin absolument de prendre le vaccin ou l'hépatite B, il a besoin absolument de prendre le vaccin de l'hépatite B pour se protéger. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de délai qui est nécessaire. Donc, une chose qui est intéressante ici, selon la compagnie Moderna, si on voit sur le tableau, il est écrit aucun intervalle alternatif autre que 21 à 28 jours, malgré le fait que dans les études, les intervalles étaient de 28 à 42 jours. Donc, ça, je trouvais ça un peu particulier. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette recommandation-là. Mais pour vraiment confirmer si ça va être 100% sécuritaire de prendre juste et l'efficacité de juste une dose, il va falloir attendre les études. Cependant, dans le contexte de pandémie actuelle, où est-ce qu'on a des personnes qui sont en train littéralement de mourir, je crois que c'est correct de prendre une dose de vaccin si on n'en a pas d'autres de disponibles. C'est mieux que rien, surtout qu'on a encore des mesures de distanciation sociale et de confinement qui sont en vigueur et qui risquent de l'être pendant un petit bout. Pas trop longtemps, j'espère, mais ça reste à voir. Et je vais pouvoir parler un peu plus de certains pays. On a une expérience avec un pays notamment qui a été capable d'évaluer un peu l'efficacité d'une seule dose de vaccin. Une autre question qui a été posée, c'est est-ce que les vaccins sont sécuritaires chez les individus qui ont eu des réactions allergiques sévères à certains médicaments ou certains autres vaccins? Okay? Pour parler un peu des réactions, on va parler aussi des effets secondaires. En général, les deux vaccins sont très bien tolérés. Les réactions ont été légères à modérées. Ils ont été divisés en deux catégories, des réactions locales qui sont un peu plus fréquentes et qui sont un peu plus fréquentes chez les plus jeunes. Chez les personnes plus âgées, sont moins fréquentes. Et aussi les réactions générales comme la fièvre. Dans les deux cas, c'était léger à modéré, comme j'ai dit. Et la fièvre est située environ entre 30, elle ne dépassait pas 38,9 degrés Celsius, donc ce n'est pas une fièvre grave. En ce qui a trait aux réactions allergiques, le vaccin est seulement contre-indiqué chez les personnes qui ont déjà eu une réaction allergique au vaccin. Naturellement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont fait vacciner, donc presque personne n'a eu de réaction allergique à ces vaccins-là, ou bien une réaction allergique à des composantes du vaccin, dont notamment quelque chose qui est ressorti dans les recommandations, c'est les personnes qui ont déjà eu des réactions allergiques au polyéthylène glycol, donc il faudrait éviter de prendre le vaccin. Donc, les personnes qui ont déjà eu un Guillain-Barré, ça, c'est correct de prendre le vaccin à ce moment-là. Donc, c'est sécuritaire. Est-ce qu'on a des résultats d'efficacité sur des vaccins d'autres pays? Ça, c'est ce que je parlais un peu plus tôt. Donc, en Israël, les deux pays que j'ai été capable de trouver qui avaient le plus de taux de vaccination étaient l'Israël et les Émirats arabes unis. La raison pourquoi les données aux Émirats arabes unis, on n'est pas capable de les utiliser, c'est parce qu'ils ont inoculé premièrement 20% de la population
et ils ont utilisé le vaccin de Sinopharm en majorité, une compagnie chinoise qui ne sera pas approuvée ici, donc qui ne sera pas disponible plus tôt. Et en plus, les Émirats arabes unis ils ont une démographie de 90% d'expatriés. Donc, 90% des personnes qui habitent là, c'est des personnes qui sont expatriées, qui sont très jeunes en général et qui sont en très bonne santé. Donc, ce ne sera pas représentatif des résultats qu'on risque d'avoir, nous, ici. Mais pour les données d'Israël, sont un peu plus, on spécifie un peu plus. C'est encore des données préliminaires, mais on était capable de démontrer qu'après une semaine, après avoir reçu leur deuxième dose du vaccin de Pfizer, il y avait 0,014% des personnes vaccinées qui ont contracté la COVID. Donc, ça, c'est sur un échantillon de 400 000 personnes vaccinées. C'est quand même de très bonnes nouvelles. Ça démontre que potentiellement, ce serait plus efficace. Mais encore une fois, il faut garder en tête, c'est des données préliminaires. On ne peut pas s'y fier à 100%, mais ça indique, ça augure bien. Pour Israël, à titre d'information, ils ont été capables de vacciner plus de 30% de la population qui a déjà reçu une dose et plus de 1 million de la population qui a reçu 2 doses. Mais malgré tout ça, c'est quand même un pays qui a en place des mesures de confinement encore très strictes parce qu'ils sont en train de subir une troisième vague. Donc, ça veut dire que même à 30% de la population avec une dose, c'est pas encore proche de démontrer une efficacité, mais il faut savoir que, pas une efficacité, mais démontrer le fait que les mesures de confinement vont pouvoir être relâchées, mais c'est encore tôt. On va suivre les données pour les 2-3 prochaines semaines. Ça risque d'être beaucoup plus rassurant aussi à ce moment-là. Une autre question qui a été posée, c'est concernant les patients immunosupprimés, dont les patients, donc est-ce qu'il y a de l'information sur les patients immunosupprimés premièrement, et est-ce qu'ils peuvent recevoir un vaccin contre la COVID-19 de façon sécuritaire? Par exemple, ceux qui ont complété leur traitement anticancéreux et qui ont reçu une transplantation de cellules souches. Donc, premièrement, pour répondre à cette question, je dois commencer par vous indiquer que mon opinion et l'information que je vous donne aujourd'hui ne se substituent pas à vos équipes traitantes ou à vos hémato-oncos. Malgré l'information que je vais vous donner aujourd'hui, ne vous mettez pas à commencer à appeler vos équipes non plus. C'est un peu tôt encore pour ça. On n'est même pas encore arrivé à votre tour ou même à notre tour, à nous en tant que professionnels de la santé, on n'est pas encore arrivé pour les vaccins, il nous manque beaucoup de doses. Une fois qu'on va on va être arrivé à votre rang, donc au moment que vous, en tant que personne, vous pouvez recevoir le vaccin au niveau de la priorisation, à ce moment-là, ce serait une bonne chose de contacter votre équipe traitante si vous n'êtes pas 100% sûr des informations qui sont offertes à vous. Donc, une attention particulière à noter pour cette catégorie de personnes qui souffrent de cancer du sang, par exemple, c'est qu'il est nécessaire pour les personnes, c'est nécessaire de faire attention pour les personnes qui sont en train de subir des protocoles de chimiothérapie qui sont très immunosuppressants, des thérapies dirigées contre des cellules B, des thérapies CAR-T dirigées contre des cellules B, CD19, CD20, CD22, comme on a parlé un peu plus tôt, des personnes qui reçoivent des hautes doses de corticostéroïdes et des thérapies cycliques contre les cellules T. Donc, ça démontre ici l'importance du mécanisme d'immunité que j'ai décrit un peu plus tôt. Donc, la majeure ou l'information la plus importante que j'ai à vous donner, c'est que l'efficacité du vaccin chez un patient qui est immunosupprimé n'a pas été réellement étudiée. Alors, des recommandations claires, elles ne peuvent pas être données à 100%, sauf que des panneaux d'experts se sont réunis, autant au Québec qu'à travers le monde, puis ils estiment que les avantages dépassent de loin les inconvénients. Donc, ce qu'on sait, c'est que le vaccin va être sécuritaire, mais on n'est pas 100% sûr de l'efficacité du vaccin. Et ce que je suis en train de dire là va être vraiment confirmé par des études, mais c'est quand même rassurant de ce point de vue-là. La plupart des experts suggèrent de donner le vaccin à la catégorie de population dont on parle, donc les personnes qui sont atteintes de cancer du sang, même si l'efficacité en question est mise en doute, parce que le risque d'attraper la maladie est pire. Donc, le fait d'avoir la maladie est pire que d'avoir le vaccin. Mais encore une fois, il n'y a pas un consensus très élargi là-dessus. Donc, en ce qui a trait aux transplantations de cellules souches, ça peut, on le sait, diminuer la réponse immunitaire et ça peut diminuer la réponse immunitaire au vaccin plus spécifiquement. Donc, il y a des suggestions qui indiquent d'attendre au minimum de 3 à 6 mois après une transplantation de cellules souches avant de recevoir le vaccin. Mais ça, encore une fois, référez-vous à votre hémato-onco ou à votre équipe traitante pour confirmer si cette information s'applique à vous. Parce que, encore une fois, les cancers du sang, il y en a différents types.
puis il y a différents types de traitements aussi qui sont donnés et ça peut varier. Encore une fois, le vaccin, il sera pas dangereux, mais peut-être qu'il y aura une cédule spécifique qu'il va falloir suivre avant ou après un certain médicament. Donc, c'est pour ça qu'il faut se référer à votre professionnel. Ici, c'est une diapositive qui indique que la surveillance active jusqu'à date va être faite, donc la surveillance active après la deuxième dose du vaccin va être faite jusqu'à 2 ans après la deuxième dose. Ça va démontrer vraiment c'est quoi les risques d'effets secondaires, mais on sait que la plupart des effets secondaires qui sont supposés arriver dans un vaccin arrivent dans les 6 premiers mois après la première dose. Et la plupart des effets secondaires légers arrivent environ 1 mois après la deuxième dose. Les autres vaccins qui vont être offerts au Canada aussi sont les suivants. Donc, il y aura les vaccins à vecteur viral, dont celui d'AstraZeneca et Johnson & Johnson. Vecteur viral, c'est-à-dire que c'est une capsule d'un virus qui est déjà présent dans la nature, qu'on a modifié pour pas qu'il puisse se répliquer, dans le cas d'AstraZeneca et Johnson & Johnson, et dans lequel on a introduit des spicules de coronavirus, des parties de coronavirus qui vont amener nos cellules à produire la protéine S, la protéine spike. Donc, c'est un mécanisme d'action qui est similaire à celui de l'ARN messager, qui va aussi causer une réponse immunitaire humorale et cellulaire. Donc, une double mécanisme de réponse immunitaire. Et ça, ce que ça va finir par causer, c'est normalement, ça devrait causer une meilleure efficacité. C'est une plateforme technologique, cette plateforme-là, qui est plus établie et plus connue que l'ARN messager. Le problème qu'on a avec cette plateforme-là, c'est que puisqu'on va injecter le vaccin qui va être le spicule de coronavirus entouré d'une capsule d'un autre virus, donc on risque d'être déjà immun à cet autre virus-là, et on risque de le détruire dès qu'il rentre dans notre corps. Donc ça, c'est un des problèmes qu'on a. L'autre problème, c'est que la fabrication à grande échelle est plus difficile, malgré qu'AstraZeneca a des capacités de fabrication vraiment immenses en tant que compagnie. Et aussi, on pense que c'est un vaccin qui ne devrait pas être donné aux personnes qui sont immunocompromis ou immunosupprimées. Donc, mais ça reste que avoir plusieurs types de vaccins, c'est très intéressant parce que ça nous amène une couverture contre d'autres souches et d'autres variantes du virus. Et on entend beaucoup parler dernièrement dans les nouvelles. Donc, l'efficacité du vaccin d'AstraZeneca a été évaluée à 70% après 2 doses pour prévenir la maladie et 85% pour prévenir la maladie grave. Ça, c'est dans la dose standard qui est utilisée du vaccin. Mais il y a une autre cédule de dose qui a été utilisée pour l'AstraZeneca, pour le vaccin d'AstraZeneca, qui a démontré une efficacité de 90%. Et cette cédule-là, c'était une plus petite dose comme première dose et une plus grosse dose comme deuxième dose a donné une efficacité une efficacité améliorée. Et en plus, on sait que le vaccin risque d'être efficace à 57% contre le variant sud-africain, ce qui est rassurant. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine efficacité contre les variants qui sont en train de sortir. Celui de Johnson & Johnson a eu une efficacité pas similaire, une efficacité de 72% aux États-Unis, 66% globalement. La différence, c'est que c'était une seule dose de vaccin. Même chose que celui de AstraZeneca, 85% contre la maladie grave, donc 85% de risque de prévenir la maladie grave. Une efficacité similaire contre le variant sud-africain, aussi très rassurant. Ça a été fait dans une étude qui a inclus plus de 44 000 participants. Une chose à noter ici, c'est que le vaccin de Johnson & Johnson n'a pas besoin d'être réfrigéré et est très peu coûteux. Et nécessite seulement une dose. Donc, c'est un vaccin qui est très intéressant, surtout pour les pays en voie de développement ou sous-développés qui n'ont pas nécessairement l'infrastructure nécessaire pour faire de l'ultra-réfrigération ou faire de la réfrigération, de la congélation plutôt, de l'ultra-congélation ou de la congélation, ou même de la réfrigération même. Donc, c'est des pays qui n'ont souvent pas l'électricité 24 heures sur 24. Donc, en plus, on sait que le vaccin était très bien toléré, celui de Johnson & Johnson. Et une chose qui nous sécurise, c'est que même si l'efficacité semble à 72% comme étant moindre, on ne sait pas c'est quoi l'efficacité va être si on prend 2 doses. Et il y a des études en ce moment qui sont en train d'être faites par Janssen pour démontrer c'est quoi l'efficacité de 2 doses, d'un régime de 2 doses de ce vaccin-là.
Encore une fois, ce vaccin-là, étant un vecteur viral, produit une immunité humorale et cellulaire. Donc, ça, c'est intéressant. Les autres vaccins, donc, sont les vaccins recombinants, donc avec des protéines recombinantes, avec adjuvant, donc le Novavax et le Sanofi Pasteur GSK. Ici, dans ce cas-ci, c'est important de mentionner que un adjuvant, c'est une composante qu'on inclut dans le vaccin qui augmente la réponse immunitaire à l'antigène. Comme je vous ai expliqué au début de la présentation, l'antigène, ça fait partie du pathogène. C'est ce à quoi notre corps monte une défense immunitaire. C'est contre quoi notre corps monte une défense immunitaire. Et le adjuvant va faire en sorte qu'on va pouvoir inclure dans le vaccin moins de quantités d'antigènes qui sont difficiles à produire, qui sont longs à produire, qui sont coûteux à produire des antigènes. Donc, ça va faire en sorte qu'on a besoin de moins d'antigènes par dose de vaccin et qu'on va pouvoir vacciner plus de personnes. On appelle ça l'adjuvant GSK, on appelle ça un adjuvant pandémique. Donc, dans le cas du vaccin Sanofi GSK, les études sont encore en cours. Ils ont démontré une réponse intéressante, donc une efficacité intéressante pour les adultes de 18 à 49 ans, mais pas suffisante pour les adultes plus âgés. Donc, ça, c'est problématique. Ils sont en train de revoir les doses pour voir s'il y aurait une autre façon d'obtenir une meilleure efficacité. Donc, ça reste à voir. Le vaccin Novavax, qui je pense a été approuvé aux États-Unis il n'y a pas longtemps, a une efficacité démontrée de 89% dans les études britanniques, dont 50% des cas étaient contre la variante britannique. Donc ça ici, encore une fois, on prouve que plus qu'on a de vaccins, plus que c'est rassurant parce qu'on est capable de traiter et de prévenir d'autres variants. Il y a aussi une efficacité qui a été démontrée contre le variant sud-africain d'environ 60%. C'est un vaccin qui doit être réfrigéré. Puis ce qui est intéressant, ils ont un adjuvant d'origine végétale. Et si je ne me trompe pas, il y a aussi, si je ne me trompe pas, c'est Novavax qui sont en train de développer un vaccin contre un des variants. Je crois que c'est le variant britannique. Donc, ils sont en train de développer un vaccin spécifiquement contre un des variants. Donc, ça veut dire que le développement des vaccins, je pense qu'on n'a pas fini d'en voir, puis ça, c'est quelque chose de positif aussi. Et le dernier vaccin qui risque d'être approuvé au Canada, on ne sait pas s'il y en aura d'autres plus tard, mais pour l'instant, c'est ce qui est planifié par Santé Canada. C'est le vaccin à particules pseudovirales avec adjuvant, donc le même adjuvant, l'adjuvant GSK, mais c'est le vaccin de Medicago. C'est une compagnie québécoise et donc c'est un vaccin qui est développé au Québec, qui a eu des résultats positifs dans la phase 1 et qui risque d'avoir une étude de phase 3 qui va débuter avant la fin, qui a déjà débuté plutôt, et qu'on devrait avoir les résultats avant la fin 2021, donc avant la fin de cette année, et qui aurait plus de 30 000 volontaires. Et c'est une étude mondiale, donc pas juste au Canada. Une des questions qui a été posée, c'est quand est-ce que je vais pouvoir recevoir mon vaccin? Est-ce qu'il va y avoir une liste d'attente? La réponse, c'est non. Il n'y aura pas de liste d'attente. Et le gouvernement et la santé publique ont émis des rangs de priorité. Et c'est important de mentionner ici, les rangs de priorité qui ont été émis avec le but d'aider à prévenir la maladie auprès de la population et auprès des personnes qui sont les plus vulnérables, mais aussi d'aider à prévenir la maladie chez les personnes qui sont le plus susceptibles de propager le virus, comme par exemple les travailleurs de la santé qui sont en contact direct avec les patients. Donc, et les rangs que je vais vous décrire aujourd'hui, c'est ceux qui sont les plus récents, mais ça risque de changer dans le temps. Plus qu'on a de vaccins, plus que les priorisations risquent de changer et peut-être qu'on va pouvoir même combiner certains rangs. Mais le premier rang, on le sait tous, c'est les ressources intermédiaires et les CHSLD. Ensuite, c'est les travailleurs de santé et des services sociaux en contact avec les patients et les usagers de ce système. Les personnes résidant dans les résidences de personnes âgées, les populations éloignées avec moins d'accès à des ressources. Après ça, on commence en dégringolade des rangs des personnes au-dessus de 80, 70 à 79, 60 à 69 ans. Puis après ça, arrivent les personnes de moins de 60 ans, mais qui souffrent de maladies chroniques ou de facteurs de risque de COVID. Donc ici, ça démontre vraiment que les personnes plus âgées ont encore plus de facteurs de risque au niveau de la COVID que les patients de moins de 60 ans et qui souffrent de maladies chroniques parce qu'ils ont été placés avant en rang que les personnes avec des maladies chroniques. Et avec le temps, donc, il y aura le rang des personnes de 60 ans et moins, sans maladie à risque, mais qui travaillent dans un service essentiel et qui sont en contact avec des usagers. Donc, comme par exemple les travailleurs d'épicerie et autres services essentiels. Après ça, le rang 10, ce sera le reste de la population. Il y a un rang 11 et un rang 12. Le rang 11, c'est les enfants,
quand les données vont être disponibles pour les enfants. Dans le cas de celui de Pfizer, dans le vaccin de Pfizer, c'est les enfants en dessous de 12 ans, ou non, en dessous de 16 ans, parce que même que la recommandation que je vous ai donnée, que ce serait potentiellement correct entre 12 à 15 ans, c'est pas une recommandation qui est supportée par des études. Donc, ça reste des personnes en rang 11 et en rang 12, les femmes enceintes, quand les données et les études vont être disponibles. Donc, ça, c'est à ce niveau-là. Les références que je vous avais promis, et je ne sais pas s'il y a une façon que la société va pouvoir mettre ça en ligne, mais ça, c'est les 3 références que je vous suggère de consulter si jamais vous avez des questions. Évitez d'aller sur Google et de taper des choses parce que vous allez avoir une panoplie d'informations. Beaucoup d'informations est bonne, beaucoup est pas bonne. Donc, et c'est difficile à décortiquer même pour quelqu'un qui est en sciences comme moi. Donc, perdez pas trop votre temps sur ces sites-là. Allez plus sur les sites que je vous donne. Il y en a peut-être d'autres que vos professionnels et vos équipes traitantes peuvent vous référer. Faites-leur confiance aussi. Donc, ça, c'est pour les références. En conclusion, mon opinion, comment ça risque de se terminer. Donc, on risque d'avoir ou un retour à une quasi-normalité risque d'être possible, mais ça risque d'être long aussi. Et cette quasi-normalité, je mets l'emphase sur quasi parce que c'est peut-être pas une normalité comme on serait habitué, inclura sûrement un futur avec beaucoup de tests COVID, peut-être des tests, on espère des tests plus précis et plus rapides, mais probablement des tests plus rapides et moins précis. C'est ce qui risque d'arriver, mais on peut quand même espérer pour des tests parfaits. Et ça va vraiment nous permettre de vraiment bien circonscrire les éclosions et de les limiter vraiment au maximum si on est capable d'avoir un test qui est vraiment rapide et vraiment précis. Une bonne partie de la population va devoir se faire vacciner pour qu'on puisse vraiment limiter le risque de propagation. Et aussi, à garder en tête le risque de mutation. Parce que moins qu'il y a de population qui est infectée, moins qu'il y a de risque de mutation. Parce qu'un virus qui rentre dans un patient ou dans une personne en ressort toujours modifié. Il y a toujours une petite modification dans le virus. Donc, les variants, là, qu'on parle, variants sud-africains, variants brésiliens, variants britanniques, c'est pas nouveau. Dès le début, il y avait des variants. Donc, c'était pas des variants qui causaient des problèmes de contagion augmentée ou des problèmes de mortalité augmentée. Maintenant, on a des variants qui sont problématiques. C'est pour ça qu'on les a nommés et on les a identifiés. Mais dès le début, il y avait des variants. Donc, il ne faut pas nécessairement avoir peur des variants. Ce qu'il faut vraiment avoir peur, c'est d'avoir trop de personnes affectées parce que c'est ça qui pousse à avoir des mutations. Et aussi, on s'attend dans le futur d'avoir un arsenal de vaccination de plus en plus disponible, on espère. Et plus qu'on en a, plus qu'on va être protégé contre des nouvelles souches. Une des dernières questions qui a été posée, c'est est-ce qu'une personne vaccinée contre la COVID-19 peut tout de même transmettre la COVID-19 à quelqu'un qui n'est pas vacciné? Puis ça, je pense, c'est une question qui va beaucoup, quand on aura la réponse à cette question-là, on va pouvoir beaucoup savoir si le retour à la quasi-normalité va être possible et avec quelle rapidité. Donc, en ce moment, on n'a pas de données qui démontrent si, malgré la vaccination, on peut être porteur du virus et donc le transmettre à quelqu'un. On n'a pas de données, mais on espère en avoir le plus tôt possible pour qu'on puisse vraiment savoir comment se comporter si on est vacciné ou pas. Mais pour l'instant, dans le futur proche ou même moyen, même vacciné, on va devoir avoir des mesures de distanciation sociale et des mesures de protection individuelle, des matériels de protection individuelle. Je pense qu'on est dans notre période de questions. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Il nous reste quand même beaucoup de temps. Hein? Un bon 5-10 minutes de questions. Oui. J'ai été vraiment rapidement, donc je m'excuse si jamais il y a des choses qui n'étaient pas claires, mais on va peut-être pouvoir y répondre dans les questions. Oui. C'est très intéressant. Merci, Habib. Je sais comment ça a été challengeant, pour utiliser ce terme pas francophone, de faire cette présentation avec les changements qui surviennent à chaque jour. C'est pas aux heures, mais vous avez vraiment pris le temps de nous présenter quelque chose de très, très bien, de très clair. Et je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pris ce temps-là. La présentation, de toute façon, l'enregistrement va être disponible sur le site Internet et on peut également mettre les références et l'information sur notre centre de ressources COVID-19. Donc, les gens pourront aller les rechercher. Donc, je pense que c'est important ce que vous avez mentionné
d'utiliser de bons liens Santé Canada pour avoir l'information, de ne pas aller chatter sur les sites un peu partout, là, c'est pas toujours évident. On a eu beaucoup de questions. Alors, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais sachez que si on n'a pas répondu à votre question, on va communiquer avec vous par courriel pour vous donner un peu d'informations. Il est difficile de répondre à des questions spécifiques où vous utilisez, mentionnez votre diagnostic, votre traitement et tout ça. C'est pas une consultation, donc de toute façon, Habib risque de vous dire de vous référer à votre médecin, comme il l'a dit plusieurs fois. Alors, on va essayer de rester dans les grandes lignes et les généralités. Mais il y a d'excellentes questions qui ont été posées et une également en lien avec la panoplie de vaccins dont vous avez parlé. Est-ce que c'est possible de refuser, par exemple, on nous donne un Moderna ou celui de Pfizer, est-ce que c'est possible de refuser de recevoir ce vaccin et de demander un autre vaccin, donc celui d'AstraZeneca ou celui qui est préparé au Québec? Si il est disponible l'autre vaccin, oui. Mais si c'est pas disponible, c'est pas quelque chose que je suggérerais. Parce que si on se rend à votre rang et à votre niveau de priorisation, puis vous pouvez recevoir le vaccin, moi, je le prendrai. Moi, je vais le prendre, puis je vais le donner à ma famille. Donc, si ça, c'est pas un exemple de comment je lui fais confiance, je sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Mais c'est que ça reste quand même une décision personnelle, c'est pas obligatoire. Il y a des scientifiques aux États-Unis qui sont sortis puis qui ont donné l'exemple, par exemple, que si on avait le vaccin d'AstraZeneca qui était disponible en plus grande quantité que les deux autres ARN messagers de ou celui de Johnson Johnson, par exemple, parce que celui d'AstraZeneca est quand même très efficace, il est presque aussi efficace que les autres. Mais celui de Johnson Johnson qui a une efficacité de 72% avec une dose, s'il y avait le choix entre lui ou d'attendre pour celui de l'ARN messager, ce qu'ils ont très simplement répondu, ils ont dit, je prendrais celui de Johnson Johnson qui est à 72%, je serais au moins protégé à 72%, puis éventuellement, quand le vaccin ARN messager de Pfizer et de Moderna sera disponible, je vais le prendre à ce moment-là aussi. Donc, pour augmenter mon niveau de protection. Puis d'ailleurs, d'ici le temps qu'on sorte des études sur celui de Johnson Johnson, on va peut-être découvrir que la deuxième dose le rend beaucoup plus efficace. Donc, oui, on peut attendre, mais c'est pas quelque chose qui serait suggéré. OK. Écoutez, j'ai une question concernant l'ARN. Quelqu'un a posé une question. Est-ce que l'ARN peut s'introduire dans l'ADN et toujours dans la même vague, qu'est-ce que l'on peut mettre dans de l'ARN, nonobstant la protéine? L'ARN, c'est un code génétique qui indique comment produire une protéine. Donc, on peut pas utiliser l'ARN pour d'autres choses que produire une protéine spécifique. On peut pas mettre quoi que ce soit qui n'a pas pour but de traiter ou de protéger contre un virus. On peut programmer l'ARN pour faire autre chose que des vaccins. Et ça, c'est super intéressant. Je pense qu'il y a même des applications en oncologie là-dedans qui vont être très, très intéressantes. Il faut juste qu'on sorte de la situation dans laquelle on est au niveau mondial, au niveau pandémique, puis on va pouvoir mettre des efforts pour étudier cette façon de faire. Il y a aussi à noter des vaccins à ADN qui ne sont pas approuvés et qui ne sont pas en voie d'approbation au Canada. Je crois qu'il y en a en Chine, si je ne me trompe pas. Et ça, similaire à celui de l'ARN, ça va coder pour une protéine qui va sûrement être la protéine Spike, qui est d'ailleurs la protéine S, qui est très, très, très spécifique au coronavirus. Parfait, merci pour cette précision. On demande après combien de temps après un traitement de chimio ou un traitement de radio, est-ce que l'on peut recevoir le vaccin? Est-ce que c'est 90 jours? Est-ce que c'est plus longtemps? Ça dépend du traitement chimio en question. Le traitement radio, j'ai pas vu d'informations là-dessus, mais le traitement chimio, ça dépend vraiment. Puis surtout que en cancer du sang, il y a des traitements combinés, il y a des traitements
très, très, très variés. J'ai nommé les différents types de patients, j'ai essayé de les nommer, mais même dans les diagnostics de cancer du sang, c'est très différent. Il y a des cancers du sang qui, d'emblée, font en sorte que le système immunitaire est très, très bas et peu fonctionnel. Donc, l'idée, c'est pas que ça va être dangereux parce que c'est un vaccin qui est inactivé. C'est pas un vaccin vivant. Si on parlait d'un vaccin vivant, ce serait complètement contre-indiqué chez une personne qui est en cours d'un traitement de cancer ou qui est immunocompromise. Mais c'est un vaccin inactivé, l'ARN messager. Je répondrais que probablement la réponse se situe plus autour de 6 mois, mais il faudrait voir avec le médecin traitant. Quelqu'un demande comment est-ce qu'on sait que les vaccins sont moins efficaces chez les personnes immunosupprimées? Est-ce que ça serait mieux de recevoir ceux qui sont le plus efficaces, Pfizer ou Moderna? La deuxième réponse à la deuxième composante de la question, est-ce que ce serait mieux de recevoir ceux qui sont plus efficaces? La réponse est oui. Est-ce que ce serait mieux de les recevoir selon le schéma posologique qui a été étudié, donc une dose à jour 0 et une dose à jour 21 ou 28? La réponse est oui. Ce serait mieux pour les personnes qui sont immunocompromises. Est-ce que ce sera possible? Ça dépend de la santé publique, ça dépend des quantités de vaccins, mais ce serait mieux. Ça, ce serait dans un monde idéal. Et la première partie de la question, comment on sait que c'est pas efficace? C'est à cause de l'expérience qu'on a avec les autres vaccins. Logiquement, au niveau mécanisme d'action et au niveau du mécanisme d'action de la maladie que la personne a au niveau de l'immunosuppression que cette maladie lui cause, on sait que logiquement, il devrait avoir une réponse immunitaire moins forte, mais en plus, on a des études qui démontrent des taux d'immunisation contre d'autres maladies moindres chez ces personnes-là. Parfait. Peut-être une dernière question, là, vu le temps, puis comme je vous mentionnais, si on n'est pas en mesure de répondre live, on va communiquer avec vous par courriel. Alors, les gens se posent beaucoup de questions concernant les délais entre les 2 doses. On parle beaucoup de ça dans l'actualité. Alors, pourquoi est-ce que les recommandations de délai pour l'administration de la seconde dose ne sont pas respectées actuellement, vu que nous n'avons pas encore les données sur l'efficacité d'une seule dose? On sait qu'une seule dose, c'est efficace. Puis on estime, on a des données, mais c'est des données très, très, très préliminaires qui démontrent qu'elle serait potentiellement efficace à quelque chose autour de 50 à 70%, mais est encore très préliminaire. On sait qu'elle est efficace. Pas très efficace, mais on sait qu'elle est efficace. Donc, la raison pourquoi, c'est parce qu'on n'a pas le choix. On n'en a pas de vaccin. Surtout au Canada, je ne sais pas ce qui se passe exactement au niveau de l'approvisionnement, malgré que le Canada a commandé le plus de vaccins par capita au monde. Mais ça, je pense parce qu'il savait qu'il n'allait pas avoir tous les vaccins disponibles. Mais on n'a pas de vaccin et c'est une maladie qui cause des problèmes de santé chroniques et qui cause de la mort. Donc, entre sauver la vie de quelqu'un et pas déconfiner totalement, par exemple, si c'est ça le choix qui s'offre à nous, je préférerais choisir de sauver la vie de quelqu'un en le vaccinant. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci encore, Habib, pour votre temps, là, pour d'avoir été avec nous aujourd'hui, votre temps de présentation. Merci à toi. Merci à vous là, qui vous êtes connectés avec nous aujourd'hui. Vous avez été plusieurs, donc merci beaucoup. Juste changer la diapo pour une dernière fois. Alors, avant de finir, j'aimerais vous rappeler que nous sommes là pour vous. Donc, n'hésitez jamais à communiquer avec nous. Si vous êtes à la recherche de ressources ou de soutien, n'hésitez pas à communiquer au 1-833-222-4884 ou par courriel québecinfo@commercial-lls.org. Alors, prenez note qu'un court sondage va vous être envoyé après cette web diffusion. Donc, s'il vous plaît, prendre un moment pour y répondre afin de nous aider à planifier des événements en ligne utiles pour vous dans un futur approché. Donc, merci d'avoir été des nôtres et bon après-midi. Merci.